Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à la grande édition du journal sur Equinox Télévision. À la une, attaque au ministère de la Justice, plusieurs véhicules incendiés et d'autres vandalisés en plein cœur de la capitale. L'individu que recherchait l'individu interpellé ou alors quel message voulait-il véhiculer? Élément de réponse à suivre dans ce journal. Transparency International et Human Rights Watch sur les pas de l'honorable Jean-Michel Nintieu. Les deux ONG viennent de commettre un rapport dénonçant l'opacité dans la gestion des fonds Covid-19 alloués par la Banque mondiale. Le Cameroun sur le banc des accusés. Voilà pour le sommaire. Une fois de plus, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition du 20h. Une dizaine d'habitations et plantations totalement consumées par les flammes à l'origine inconnue. L'incendie a eu lieu dans les villages Bindieng et Mbi, c'est dans l'arrondissement de Nkambé, c'est dans le nord-ouest Cameroun. D'autres précisions dans ce reportage de Xavier Foka. Je vous le disais, plusieurs maisons d'habitation et des plantations ont été incendiées ou consumées par les flammes. L'incendie a eu lieu dans les villages Bindieng et Mbi, c'est dans l'arrondissement de Nkambé, région du nord-ouest Cameroun. Xavier Foka pour plus de précisions. Cette famille est pleurée. Le regard hagard pour certains, avec quelques effets répandus ci et là en plein air, est désormais sans abri. Leur maison a été ravagée par le feu venu de la broussaille, selon les habitants. Nous avons essayé d'éteindre le feu qui se dirigeait vers nous. Nous nous sommes échappés au regard de sa fureur. Nous sommes allés de l'autre côté, mais le feu avait déjà tout embrasé. Nous voulions épargner la maison. Il n'y avait pas moyen parce que les flammes s'étaient attaquées au toit. J'ai essayé de grimper avec une échelle. Pas moyen. Nous avons pu sauver ces quelques effets. Le reste a complètement brûlé. Comme cette famille, une cinquantaine de personnes a été affectée par un incendie qui a totalement ravagé au moins 11 maisons d'habitation avec leur contenu, constitué du mobilier et surtout de toutes les récoltes de ces habitants qui ne vivent que d'agriculture. Rien ou très peu de choses a pu être sauvé. Selon ces habitants, dont les efforts pour maîtriser les flammes se sont avérés vains, le feu étrange, comme ils l'appellent eux-mêmes, serait parti de la broussaille voisine. Nous avons juste vu venir un feu étrange de la brousse. Nous avons essayé de l'éteindre avec des roues et des seaux. Mais vu sa fureur, nous n'y sommes pas parvenus. Les flammes sont arrivées et ont commencé à brûler les maisons. Le bilan se passe dans de tout commentaire. 11 maisons parties en fumée avec tout leur contenu. Une cinquantaine de personnes désormais sans abri ni provision. Ces familles risquent d'être victimes de famine, car l'on sait que les récoltes et les semis ont péri dans les flammes. Début de matinée mouvementé à Yaoundé, en plein cœur de la capitale, un individu a surgi de nulle part, incendiant des véhicules et vandalisant d'autres sur le parking du ministère de la Justice. L'homme a été neutralisé et gardé à vue pour exploitation sur les mobiles de ses actes. Il faut rappeler que cet incident fâcheux survient au lendemain de la lettre d'Amadou Vamoulke au ministre de la Justice Laurent Esso, faisant état des injustices dont l'ancien directeur général de la CRTV est victime depuis sa mise en détention sans jugement, voilà près de 5 ans.
Et incarcération d'Amadou Vamoulke, la prison centrale de Kondengui. Reporters sans frontières qualifie d'arbitraire sa détention sans jugement. D'après un rapport publié hier, cette ONG appelle le gouvernement camerounais à libérer l'ancien directeur général de la Cameroun Radio and Television à la santé chancelante. Nadine Yambou pour plus de précisions. S'exprimant une nouvelle fois sur le cas Amadou Vamoulke, Reporters sans frontières accuse le régime de Yaoundé de responsable du mauvais état de santé de l'ex-directeur général de la Siar TV, incarcéré depuis bientôt 5 ans. Dans un article publié sur son site officiel, l'ONG dénonce une détention arbitraire. Faisant allusion à sa lettre adressée au ministre de la Justice au sujet de la dégradation des conditions sanitaires dans ce pénitencier, Reporters sans frontières affirme qu'Amadou Vamoulke est en danger de mort et exige une fois de plus sa libération avant toute situation irréparable. Le bureau Afrique de cette ONG s'indigne de l'indifférence des pouvoirs publics face à ses multiples cris de détresse et son état de santé fragile pouvant l'exposer à une éventuelle contamination au coronavirus. Bien plus, Reporters sans frontières dénonce les lenteurs judiciaires dans l'affaire Vamoulke qui a déjà connu 60 renvois devant les tribunaux. Dans sa correspondance, l'ONG, spécialisée dans la défense des droits des journalistes, affirme avoir saisi plusieurs fois les Nations Unies sans suite favorable. Accusé de détournement de fonds publics, Amadou Vamoulke a toujours clamé son innocence depuis son interpellation. Et je vous le disais tout à l'heure, c'était un début de matinée très mouvementé dans la ville de Yaoundé. Un individu a incendié plusieurs véhicules et vandalisé d'autres parkings du ministère de la Justice. L'infortuné a été interpellé pour exploitation. Kizogo pour plus de précisions. Nous sommes ici devant le ministère de la Justice et c'est un événement très grave qui s'y est déroulé alors qu'il était un peu plus de 12h50 lorsqu'un individu s'est présenté ici et s'en est pris très violemment à ces véhicules. Vous voyez derrière moi le véhicule du ministre de la Justice et a également détruit 5 autres véhicules devant ce département ministériel. La police est intervenue très rapidement ainsi que les gardes du corps du ministre Laurent Esso pour procéder à l'interpellation de cet individu qui se trouve donc en ce moment en exploitation entre les mains de la police judiciaire. En attendant que son identité soit révélée, le procureur de la République près la cour d'appel du centre est descendu sur les lieux pour mener les investigations. Selon les premiers témoignages que nous avons recueillis ici, cet individu se plaint d'un jugement effectué dans son affaire, un jugement qui, justement, n'a pas respecté, selon ce monsieur, les normes en matière de justice et qui aurait plutôt conduit à ce que justice ne lui soit pas rendue. D'où sa colère. On indique même que ce justiciable s'était déjà rendu ici au ministère de la Justice, devant le ministre de la Justice, pour se plaindre de cette situation. Et cette fois aussi, c'est une esclandre qui avait eu lieu. Les gardes du corps du ministre de la Justice étant intervenus ce jour et avaient manqué de tirer sur ce justiciable qui se plaignait de ce que son sort était mal engagé devant la justice camerounaise. Devant le ministère de la Justice pour Equinox Télévision, Joël Essengue, Gizogo. Une concertation de l'opposition interdite à Yaoundé. Le sous-préfet de Yaoundé 1er a fait irruption dans la salle de conférence au siège de l'UDC où étaient réunis Maurice Kamto du MRC, Joshua aussi du SDF, Cabral Libi du PCRN, Hilaire Zipan du MP, Thomas Inondam-Dioya de l'UDC et bien d'autres. Ces leaders politiques entendaient entretenir les médias sur la mise en place d'une plateforme de l'opposition sur la réforme du système électoral camerounais. Il faut rappeler que c'est la première fois que ces forces de l'opposition, divisées depuis la présidentielle de 2018, se réunissent pour parler d'une même voix. Élection régionale partielle dans la Menoire. 4 électeurs ne prendront pas part au scrutin du 4 avril prochain suite à leur décès avant l'échéance. La commission électorale procède déjà au dernier réglage des opérations de vote. D'autres précisions dans ce reportage de Leclerc Saken.
À 3 jours des élections partielles dans le département de la Ménois, en vue de l'entrée des chefs traditionnels de cette circonscription dans le Conseil régional de l'Ouest, les membres de la commission électorale s'attellent à relayer les dernières zones d'ombre qui pourront entasser le déroulement harmonieux des opérations de vote. Nous avons pu ce matin descendre sur le terrain, visiter d'abord le site abritant les élections du 4 avril prochain au lycée classique de Tchang. Les salles ont été déjà retenues, le dispositif sanitaire est en place, le dispositif sécuritaire, nous avons pu en discuter avec monsieur le préfet qui nous a assuré du fait que toutes les forces en présence seront là pour que le vote se déroule dans le calme, la paix et l'harmonie. Parmi les 160 autorités traditionnelles attendues aux urnes le dimanche 4 avril pour exercer leur droit de vote en faveur de 2 listes en compétition, respectivement conduites par Sa Majesté Gabriel Tidi et Sa Majesté Albert Ntezem, 4 décès sont enregistrés. Le taux de distribution des cartes de votants est de 77,56%. L'agence départementale a distribué 69. Nous comptons actuellement 4 décès et en date du 23 mars 2021, 89 cartes avaient été remises aux différents chefs d'antenne, chacun en sa circonscription. Au jour actuel, nous avions déjà reçu les statistiques des cartes distribuées au niveau des différentes antennes, 53. En stock, nous avions 35 cartes, qui nous fait donc un taux de distribution de 77,56%. Pour le moment, les candidats en lice poursuivent les opérations de charme auprès de leurs pairs pour ne pas être la liste malheureuse au soir du jeudi. Le message que nous avons tenu à l'endroit des électeurs de l'arrondissement de Penka-Michel est le même que nous avons martelé depuis 100 jours, Tchang, Kongné, et il consiste à faire savoir à l'électeur, chef traditionnel du département de la Ménois, que l'élection du 4 avril est une élection à très fort enjeu. On devrait, à cette occasion, saisir la perche que nous a tendue le chef de l'État. Nous avons laissé la latitude aux électeurs d'opérer le bon choix, que nous estimons être d'ailleurs le choix de notre liste. C'est de bon ton. L'agriculteur a déjà la chamade. Mais nous avons de bonnes raisons de nous présenter avec beaucoup d'optimisme à ces élections. Déjà, nous sommes des candidats nouveaux. Nous n'avons pas de passé. Nous pouvons rendre compte sans complexe. Mais surtout, nous sommes des gens qui, de par notre proximité avec le peuple, avec toutes les populations du département de l'Union, de par notre proximité, nous sommes avertis des problèmes. Le lycée classique de Tchang est le lieu unique de vote comportant 3 bureaux de vote. La mobilisation des autorités administratives et des forces de maintien de l'ordre est recommandée pour relayer le défi sécuritaire de l'ensemble du processus jusqu'à l'acheminement des procès-verbaux de Tchang vers Bafoussam auprès du siège de la commission régionale de supervision au soir du scrutin. Nous vous le disions en titre, gestion des fonds Covid-19 alloués par la Banque mondiale, Transparency International et Human Rights Watch dénoncent le flou dans la dépense des milliards de francs CFA sans véritable traçabilité ni disponibilité des informations sur les prestataires ayant gagné les marchés pour la riposte contre la pandémie. L'Équateur, le Nigeria, le Cameroun et l'Égypte sont au banc des accusés. Jean-Paul Chugnat. Et contre la pandémie du coronavirus, Human Rights Watch et Transparency International épinglent le Cameroun, le Nigeria, l'Égypte en Afrique et l'Équateur en Amérique latine d'avoir failli dans l'application des clauses de transparence qui conditionnent l'octroi des crédits. Ainsi, ces 4 pays ont dépensé des centaines de millions de dollars sans laisser de véritables traces comptables à même de crédibiliser la qualité de la dépense. Pour le cas précis du Cameroun, les 2 ONG relèvent qu'aucune information n'a été disponible sur les différents sites du gouvernement. Le seul lien disponible figurant à la page 47 d'un accord de prêt. En outre, précise le rapport, un seul bénéficiaire y a été répertorié sur toutes les entreprises prestataires des marchés de la Covid-19.
Le rapport révèle par ailleurs que Human Rights Watch a interrogé des personnels de santé qui affirmaient travailler sans équipement ni per diem de fonds Covid. Sous la pression de l'opinion, le ministre de la Santé publique le 29 juillet dernier déclarait avoir dépensé près de 22 milliards dans la riposte à la pandémie Covid-19. Face à toute cette opacité régulièrement décriée par la société civile et le député SDF Jean-Michel Ninthieu, le ministre des Finances Lupaul Motazé a d'ailleurs lancé un appel d'offres pour un audit indépendant afin de tirer au clair la gestion des fonds Covid au Cameroun. La même opacité, les soupçons de corruption et de détournement de fonds Covid ont aussi été notés sous d'autres formes au Nigeria, qui a reçu 3 milliards 400 millions de dollars américains et l'Équateur 648 millions de dollars. Human Rights Watch et Transparency International soulignent l'impossibilité pour le public dans de nombreux pays à suivre les dépenses du gouvernement dans la lutte contre le coronavirus. Depuis mars 2020, le Fonds monétaire international a accordé près de 108 milliards de dollars américains à 85 pays dans leur riposte contre la Covid-19. L'appel du FMI au gouvernement a montré une inquiétude face au risque de corruption, a déclaré Sarah Saadoun, chercheuse à Human Rights Watch. Le haut-commissaire de Grande-Bretagne au palais de l'Unité à Yaoundé. Arrivé en fin de séjour, James Doddridge est allé faire ses adieux au chef de l'État, Paul Biya. Les deux hommes se sont entretenus sur les questions de coopération bilatérale entre les deux pays. Ils ont aussi échangé sur la paix et la sécurité dans les régions en crise, le nord-ouest et le sud-ouest. Parlons à présent de la situation précaire des citoyens camerounais incarcérés à l'étranger et le sort des couches vulnérables. Des députés demandent des comptes au gouvernement. Le ministre des Affaires sociales et le ministre de la Justice ont été interrogés à propos lors des séances des questions orales à l'Assemblée nationale. Aïk Cyril. Format de quelle nature? Bon, si c'est en braille... On dirait un député particulièrement remonté contre la manière avec laquelle les couches vulnérables sont traitées au ministère des Affaires sociales. Face aux menaces, l'honorable Cabral Libi s'intéresse d'abord à l'accès des personnes en situation de handicap aux édifices publics. Vous avez dit qu'il y a des instructions formelles pour que désormais les édifices publics prévoient des accès aux personnes vivant avec le handicap. Qu'il vous est arrivé de faire des tours dans des édifices publics construits en 2020. Pourquoi elles ne sont pas appliquées? Et d'ailleurs, pourquoi ça ne s'arrête qu'aux édifices publics? À cette question, la réponse du ministre des Affaires sociales est sans embâche. Lorsqu'il y a construction d'un bâtiment public, on commence par l'élaboration d'un dossier d'appel d'offres. Et ce qui est exigé, c'est que dans le dossier d'appel d'offres, qu'on puisse prévoir des rampes d'accès pour les personnes handicapées. Oui, c'est une réalité. Nous sommes au Palais des Congrès. En sortant tout à l'heure, vous allez jeter un coup d'œil. Il y a une rampe. C'était une exigence. C'est la même chose pour tous les bâtiments publics. Vous avez dit, qu'est-ce qu'on fait des bâtiments privés? C'est assez difficile, non? Pour ce qui est des bâtiments privés. Nous allons commencer déjà par les bâtiments publics. Je pense que c'est une avancée. Toujours face au ministre des Affaires sociales, le député PCRN est suivi par sa collègue du même parti politique. Je voudrais d'abord, Madame le ministre, vous interpeller par rapport à la situation des personnes vivant avec le handicap en zone rurale. Que fait le ministère des Affaires sociales par rapport à la prise en charge de ces personnes quand on sait que les conditions, notamment en termes d'éducation, posent encore de véritables problèmes en zone rurale? Mais avant même que le ministre ne réponde, Cabral Libi revient à la charge. Que pensez-vous de ces personnes-là à l'entrée, qui se livrent à la mendicité à l'entrée du Palais des Congrès? Ils ont même bloqué la voiture du ministre de la Défense il y a quelques jours. Vous-même, je présume que vous vous êtes préparé, parce que comme ils savent que vous êtes là, ils vous attendent. Évidemment, c'est une infraction pénale, mais personne n'ose y aller. Qu'en pensez-vous? Qu'en dites-vous, Madame la ministre? Pour le ministre des Affaires sociales, point besoin d'encourager la mendicité. Le ministre travaille à transformer les vulnérabilités en capacitant ces personnes. Nous n'encourageons pas la mendicité parce que nous pensons que ces personnes
ont beaucoup de talent. Nous pensons que ces personnes-là, on doit exploiter ces opportunités pour qu'elles puissent également contribuer à la construction nationale. À l'Union démocratique du Cameroun, l'on n'est plus préoccupé par la question de l'extradition des citoyens camerounais détenus hors du pays. L'occasion pour le ministre de la Justice, garde des Sceaux, de rappeler la procédure qui mène à l'extradition. Au niveau du ministère de la Justice, lorsque les demandes d'extradition se font, les dossiers sont transmis au parquet du procureur général de Yaoundé, qui saisit la cour d'appel. Et c'est la cour d'appel qui prononce l'avis sur l'extradition, favorable ou défavorable. Et sur la base de cet avis, un projet de décret est transmis au président de la République en vue de l'extradition ou de la non-extradition. L'honorable Koupit Adamou ne semble pas convaincu par les explications du garde des Sceaux. Le député UDC propose que le texte sur l'extradition soit réécrit de manière à ce qu'un détenu ne puisse être poursuivi pour une infraction autre que celle pour laquelle l'extradition a été demandée. On pouvait donc limiter le temps de fait de cette disposition en disant que la personne ne pourra être poursuivie pour une autre infraction en dehors de celle ayant motivé la demande. Au palais des congrès de Yaoundé, transformé pour la circonstance en hémicycle, le chassé-croisé se poursuit entre les députés et les membres du gouvernement. Les populations de Komoka sont très en colère contre l'exploitation abusive de leurs forêts. Elles ont manifesté pour dénoncer la dégradation des routes rurales suite au passage des camions grumiers, une situation inconfortable que vivent plusieurs localités de la Sanaga-Maritime. Eko Kalobé et Gladys Sidi. Ils marchent pour revendiquer la rétrocession de leurs terres ou du moins pour exiger des compensations suite à l'exploitation des forêts communautaires. Ce sont les populations riveraines de l'exploitation forestière de Komoka dans le département de la Sanaga-Maritime. Le véritable problème qui se pose dans nos villages est l'exploitation illégale de nos forêts ancestrales. Là où se trouvent plus de 500 tombes. De 2005 jusqu'à 2021, février 2021, on a subi des menaces. Parce que quand ces exploitants forestiers arrivent, ils n'ont rien à y voir avec les riverains. De janvier jusqu'à février, ils ont exploité ici. C'est la dernière exploitation. Ils ont exploité ici dans le village Ngoye 1. Sans toutefois regrouper les populations, ils sont entrés avec des machines, des tronçonneuses, des bulldozers pour enlever le bois. Ils ont enlevé plus de 1500 mètres cubes en Ngoye 1. À Ikonde, ils ont enlevé pour 800 mètres cubes d'enlèvement de bois. Ils ont enlevé de novembre jusqu'en décembre 3600 mètres cubes de bois dans les 8 villages. L'activité forestière ici est intense. Le trafic des gros porteurs a sérieusement endommagé les routes. Pourtant, à en croire les populations, les exploitants ne possèdent pas d'autorisation. Ils ne nous ont montré aucun papier, aucun titre d'exploitation. Personne n'a mis pied pour le contrôle de l'exploitation illégale. Ce n'est pas les villageois qui devaient donner ces déclarations, mais c'est les autorités forestières de la localité qui devaient éclaircir l'état que ces gens qui sont venus ici sont en train de voler le bois. Parce que les souches, il n'y a aucune marque au niveau des souches. Lourbi, à Lourbamal, à Sombor, à Sondong, à Ikonde, ils ont volé dans les 8 villages. Ces populations sont d'autant plus remontées que cette exploitation forestière ne leur profite pas. À côté du désenclavement des routes, il n'y a pas de centre de santé, pas de point d'accès à l'eau coulante, pas d'école, ce qui est inadmissible, selon ces populations. C'est déjà tout est pollué dans les 8 villages que nous vivons. On n'a même pas l'eau pour se laver et la boire. Donc, pour aller au champ, c'est impossible. Surtout en saison de pluie, il n'y a pas de route. Les populations des 8 villages là sont malheureuses. Depuis plus de 16 ans, nous souffrons.
pas de dispensaire, pas d'école, pas de lumière, pas d'eau potable. Nous vivons très mal ici. Les autorités compétentes saisies n'ont pas donné suite aux multiples requêtes déposées par ces populations en colère. Rendues à la sous-préfecture de Makondo, les autorités n'ont pas souhaité s'exprimer sur le sujet. Et toujours dans le département de la Sanaga-Maritime, les populations ne sont pas au bout de leur peine. À côté du manque de routes, il y a aussi le manque d'eau potable. Le système d'adduction d'eau est défectueux. Conséquence, les populations vivent comme au bon vieux temps. Elles s'approvisionnent en eau de qualité douteuse. D'autres précisions dans ce reportage de Eko Kalobé, Isabelle Carole Zouped. 3 ans déjà que la ville d'Edéa, dans la Sanaga-Maritime, est confrontée au problème d'accès à l'eau potable. Un cauchemar pour les populations qui doivent s'adapter à de nouveaux modes de vie pour survivre. De jour comme de nuit, des familles parcourent de bonnes distances à la recherche du précieux liquide dans des conditions difficiles. À Booni, il n'y a pas l'eau. À Ndongamo, il n'y a pas l'eau. À Pongo, il n'y a pas d'eau. On ne sait pas. Depuis 3 ans. Nous ne faisons que payer les quittances d'entretien compteur depuis 3 ans. Les études sont déjà affectées. Ils ne dorment pas, de jour comme de nuit. Ils sont là. Les parents les envoient. Tout est rocailleux là. L'état des points d'eau dans lesquels elles s'approvisionnent laisse entièrement à désirer. Entre puits, forages, sources et autres, le décor est le même. N'ayant d'autre choix, ces habitants consomment ces eaux au péril de leur vie. C'est le cas au quartier Banda, où les populations sont régulièrement victimes de maladies hydriques. Ça nous donne la diarrhée, les amis. Tous les jours, nous sommes à l'hôpital. Nous n'avons pas l'eau ici à Banda. Il n'y a pas l'eau. Il n'y a pas d'eau. Aidez-nous. Nous allons mourir de diarrhée et de choléra. Depuis des années que l'eau a cessé de couler des robinets ici, l'entreprise en charge, pourtant informée de la situation, n'a donné jusqu'ici aucune suite favorable. Les habitants d'Edéa espèrent que ce cri de détresse à nouveau lancé mettra fin à leur calvaire. Bientôt la fin du calvaire pour les populations de Ngambé dans le département de la Sanaga-Maritime. Les travaux de bétonnage de la dangereuse pente de Ngang sur la bonne voie. Le ministre des Travaux publics Emmanuel Nganou Djoumessi recommande l'accélération de ce projet qui couvre 20 km de route. Marcelin Ganso. L'on a encore en mémoire le spectacle désolant des accidents et autres abandons de corps à cet endroit réputé dangereux. Nous sommes sur la côte de Ngang, dans l'arrondissement de Ngambé, département de la Sanaga-Maritime. Son franchissement a constitué jusqu'ici un concours d'obstacles et de patience à couper le souffle. Nous avons cité ici les accidents mortels, les voyages qui prenaient fin ici, les pannes sur les voitures, les piétons fracturés. Nous avons vu des décès. Nous-mêmes, nous avons failli mourir à cause des freins qui lâchaient. Au milieu de la côte, il y a eu des couronnes de fleurs qui ont été abandonnées parce que la côte avait des fondrières de plus de 5 mètres. La côte était infranchissable. Du fait de nombreux obstacles, les coûts de transport n'ont cessé de croître, surtout en saison des pluies, où la route était carrément impraticable. L'œuvre que vous avez commencée est salutaire. Désormais, nos produits s'écouleront sans gêne. Nous souhaitons que les coûts du transport soient revus à la baisse. Parce que de chez moi et Saint-Gambé, 4 000 francs sur moto, et vous ne pouvez même pas transporter un petit sac. Tout est à titre onéreux. Tout ce calvaire relèvera bientôt du passé, avec la réhabilitation en cours de la côte de Ngang, longue de presque 2 km. Les travaux exécutés en régie à plus de 103% intègrent également le traitement des points critiques sur la route qui mène à Ngambé, notamment la section Inouya-Gambenkang, longue de 20 km. Les ingénieurs ont recouru à une solution technique qui coûte beaucoup plus cher que le bitume. Le béton, on fait donc ce béton armé pour inscrire le traitement de cette côte de camp dans la durée. Après ce béton armé
qui est en train d'être fait, il va falloir faire aussi des rigueurs, des fossés bien maçonnés pour l'écoulement des eaux. L'eau étant le principal adversaire de la durabilité de la route. Des travaux qui sont censés s'achever en mai 2021, avant les grandes pluies. Aussi, le ministre des Travaux publics a-t-il invité les populations locales ainsi que l'exécutif municipal à mettre la main à la pâte afin que ces délais soient tenus. Nous sommes amenés à prendre des gens à Yaoundé, à prendre des gens à Edéa pour venir faire ce petit travail ici. Je dois vous dire que s'il y avait cette main-d'œuvre, s'il y avait ces hommes ou ces jeunes femmes qui nous accompagnaient, on ne serait plus seulement à ce niveau de travail. Les 300 000 francs que l'on donnerait à quelqu'un qui est venu de Yaoundé, si on laissait ces 300 000 francs-là à un jeune qui est en Gambais, les 300 000 francs lui serviraient à faire beaucoup d'autres choses autour de lui et même loin de lui. Réputé enclavé, l'arrondissement de Ngambé, dans la Sanaga maritime, sort peu à peu la tête de l'eau. Les doléances des populations répercutées par le maire vont dans le sens du désenclavement des principaux bassins de production agricole, ce dont le patron des travaux publics a pris bonne note. Aujourd'hui, en 1 minute ou 2, nous gravissons les 1900 mètres. Vous l'avez certainement remarqué, des denrées alimentaires de première nécessité de plus en plus rares sur les marchés. À la recherche du poulet, du poisson ou de la tomate, les ménagères peinent à garnir leur panier. Et face à cette rareté, les prix de ces aliments connaissent une flambée vertigineuse. Innocent Abega, Farel Bounia, Kédiara. Des braiseuses de poissons agglutinées devant un tas de maquereaux. Elles procèdent au partage de la faible quantité de poissons qu'elles ont pu trouver dans les poissonneries et qu'elles proposeront dès ce soir à leur clientèle. Si elles doivent se partager cette quantité pour le moins relative, c'est parce que le maquereau est introuvable depuis plusieurs semaines sur le marché. Habitués à consommer ce qu'ils appellent affectueusement Oya Oya, les consommateurs doivent désormais faire preuve de non-exigence et accepter de retrouver dans leurs plats les dérivés de ce poisson qu'ils mangent pourtant sous toutes les formes. Comme le maquereau, le poulet également prisé des Camerounais reste introuvable. Les fermiers nous font pas que les poussins, il y a manque de poussins. C'est pour cela qu'on a manque de poulet dans le marché. Et ce qui fait que les poulets ont augmenté. Ça a diminué les gabarits et ça a augmenté de prix. Résultat des courses, on retrouve sur le marché des produits de faible calibre avec lesquels il faut malheureusement faire, à défaut de n'avoir rien du tout. Les poulets qu'on vendait avant à 2500, aujourd'hui on les vend à 3000, 3300, parce que le prix de gros nous revient à 3000. Aujourd'hui, les poussins qu'il n'y avait même pas dans le marché, par exemple là-bas, les petits les poussins, c'est ceux qui sont aujourd'hui à 2500. Toujours dans la liste des produits inaccessibles, la tomate se positionne. La tomate sur le marché, ça varie selon les jours. Il y a les jours que c'est un peu moins, les jours que c'est plus. Donc ça dépend des jardiniers aussi. Une explication à cette instabilité de prix, le retour des pluies. Parce qu'à l'ouest, quand il pleut, il y a peu de jardiniers qui se déplacent. Le jour qui ne pleut pas, alors il y a un peu l'abondance sur le marché. Là, n'importe qui essaie de se ravitailler un peu bien. Pour contourner les désagréments liés à l'inaccessibilité épisodique ou durable de ces denrées de première nécessité, le consommateur se retourne vers les produits disponibles, car l'objectif, avant tout, est d'avoir le ventre plein. 24 heures après l'acquittement de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, l'avocate camerounaise Josette Kadi, membre du collectif de la défense des deux personnalités, s'est prononcée sur le verdict de la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale, rejetant le recours en appel de la procureure Fatou Bensouda. Je vous propose de l'écouter. Le procureur n'a donc pas... J'éprouve un immense sentiment de fierté, car c'est l'Afrique qui gagne. J'éprouve également un sentiment de joie immense pour ces deux remarquables personnes embastillées depuis maintenant 10 ans pour le président Gbagbo et 7 ans pour le ministre Charles Blé Goudé. Embastillés pour des faits qu'ils n'ont pas commis, que d'autres ont commis,
eux, ils étaient en position de défense, la défense de la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Enfin, un sentiment de satisfaction personnelle pour la récompense face au travail accompli par les deux équipes de la défense. Un immense travail pour soutenir ces deux immenses personnes. Je veux maintenant me préparer à les accompagner sur leur terre natale quand ils y retourneront. Car bien évidemment, vous doutez bien que je ne saurais manquer cet instant historique. Et en plus, peut-être, qui sait, au Cameroun, en ce qui concerne le ministre Charles Blé Goudé, qui tient à venir personnellement remercier le peuple camerounais qui les a soutenus sans faille durant toutes ces années. Merci, merci et encore merci. Maître Josette Kadi, membre du collectif de la défense de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, acquitté hier par la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale. Et c'est avec son extrait que nous mettons un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez Duval Fongwa et ses invités pour la deuxième partie d'Equinox Soir. Gilbert Bissaï, des leaders politiques, les leaders des partis politiques de l'opposition interdits de tenir une conférence de presse à Yaoundé. Cette concertation qui devait se tenir au siège de l'UDC à Yaoundé a été interdite, vous l'avez dit, par le sous-préfet de Yaoundé 1er. Il a fait éruption au sein de la salle où étaient réunis Maurice Kamto, Hilaire Zipan, Cabra Libi et d'autres leaders, Joshua aussi et d'autres leaders des partis politiques de l'opposition. Ces derniers entendaient mettre sur pied une plateforme de l'opposition sur la réforme du système électoral. Transparency International accuse le Cameroun et d'autres pays africains d'avoir détourné l'argent destiné à la lutte contre le coronavirus. Après des dénonciations sur la crise anglophone, Transparency International et Human Rights Watch dénoncent, vous l'avez dit, l'opacité dans la gestion des fonds alloués par la Banque mondiale pour la riposte à la pandémie du coronavirus. Il faut rappeler, le Cameroun, le Nigeria et d'autres pays africains sont épinglés par ce rapport commis par les deux ONG. Voilà l'essentiel du débrief pour cette deuxième partie d'Equinox ce soir. Merci Julienne Berthe-Bissaï pour cette autre édition du 20h. Bonne soirée madame. Très bonne soirée à vous. Madame, messieurs, dans quelques secondes, la deuxième partie d'Equinox ce soir avec nos invités sur le plateau. Retour donc sur le plateau d'Equinox soir avec nos invités, Rodrigue Tchokoudieu, journaliste, docteur Louison Essomba, enseignant de droit public, docteur Moussa Ndassa Khalil, enseignant de droit privé, et bien sûr le bâtonnier Charles Tchungan, avocat au barreau du Cameroun, ancien bâtonnier de l'ordre des avocats du Cameroun entre 2006 et 2009. Maître Tchungan, vous avez écouté tout à l'heure Maître Josette Kadi qui pense que c'est l'Afrique qui gagne avec cet acquittement définitif de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Avant le début du journal, on spéculait sur les perspectives en Côte d'Ivoire, notamment dans l'espace public après cet acquittement. À quoi va ressembler la Côte d'Ivoire, du moins sur le plan des enjeux politiques après cet acquittement? Je veux d'abord féliciter ma consoeur d'avoir contribué à l'acquittement de Charles et de Laurent à La Haye, et je partage son avis. Ce n'est pas que l'Afrique qui gagne, c'est le monde judiciaire international qui gagne, parce que la CPI vient d'envoyer un message extrêmement puissant aux juristes, parce que nous commencions à nous interroger sur la qualité des décisions rendues par la CPI. Maintenant, vous m'interrogez sur la Côte d'Ivoire. Moi, je crois que le président Laurent Gbagbo... Parce que le sentiment que les gens ont, c'est que maintenant que le président Ouattara a pris un troisième mandat, les dés sont jetés. Non, je crois que le président Laurent Gbagbo est devenu un symbole universel. Je ne pense pas que son avenir soit en Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo doit maintenant prendre son bâton de pèlerin
pour accompagner en Afrique et dans le monde les juristes qui se battent pour que la règle de droit soit appliquée. Il n'est pas juriste, hein. Vous savez, le président Laurent Gbagbo n'est pas juriste. Il est historien. Mais il est historien, mais il vient d'obtenir quelque chose d'extraordinaire, de symbolique. La seule personnalité à qui je le compare aujourd'hui, c'est Nelson Mandela. Je crois que son avenir n'est plus en Côte d'Ivoire. Parce que ceux qui pensent qu'il va revenir en Côte d'Ivoire pour disputer les quelques postes... mais il peut continuer à influencer le jeu politique en Côte d'Ivoire. Il le fera. Ouais. Je peux vous l'assurer, il va être un influenceur redoutable. Parce qu'il est politiquement redoutable. Et je pense que la personnalité qui va émerger aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est Charles Blé Goudé. Par sa fidélité, par son engagement et par son âge. Parce que Charles aujourd'hui a la capacité de réintégrer l'espace politique ivoirien et d'influencer l'avenir de la Côte d'Ivoire. Je pense que le président Gbagbo aujourd'hui, son avenir est en Afrique et dans le monde. Et je pense qu'il faut qu'il prenne son bâton de pèlerin pour prêcher, n'est-ce pas, le respect de la règle de droit. Il a quand même payé 10 ans de sa vie pour y arriver. Et je pense que tous les juristes africains et dans le monde doivent le soutenir. Et moi, je voulais encore une fois dire ça. Bon, on va me dire que j'ai une dent contre Bensouda, mais je trouve qu'elle a été mauvaise joueuse. Voyez-vous, dans un conflit judiciaire, on gagne ou on perd. Mais quand on perd, on doit être un bon perdant. Mais non seulement elle a été une mauvaise perdante, mais elle a insisté dans l'erreur. Mais monsieur le bâtonnier, vous parlez de Bensouda, vous revenez là-dessus. Je partage avec vous cette une de Libération ce matin en France. C'est un commentaire d'un Français. La Cour pénale internationale a confirmé l'acquittement de l'ancien président ivoirien. Son principal conseiller, le Français Bernard Houdin, commente une décision historique qui sanctionne à ses yeux une manipulation judiciaire impliquant la France. Oui, nous savons, parce que proche du dossier, je peux vous le dire, nous avons découvert dans le dossier de Laurent Gbagbo à La Haye une cassette, une cassette vidéo, qui en fait était une vidéo tournée au Kenya, dans la crise post-électorale au Kenya. Parce qu'en fait, les gens ont pensé que, comme tous les nègres se ressemblent, comme on dit souvent, tous les Chinois se ressemblent, n'est-ce pas? On s'est dit, ça passera. Mais on a analysé cette cassette. Les espaces que nous avions vus dans cette cassette n'étaient pas des espaces ivoiriens. Et finalement, on a fini par déterminer que cette vidéo avait été tournée au Kenya. C'est la première crise dans ce dossier. C'est pour ça que depuis qu'on a identifié cette fausse preuve, les magistrats sont devenus extrêmement prudents dans l'analyse de ce dossier. Parce qu'en fait de compte, lorsqu'on monte un dossier avec de fausses preuves, oui, ça sent manipulation. Les magistrats se sont dit, il faut qu'on fasse attention aux preuves qu'on nous produit. Et c'est la raison pour laquelle, au demeurant, la première chambre avait décidé d'écarter ces preuves-là et de donner un délai d'1 an au procureur pour représenter son dossier. Donc, par conséquent, ce journaliste de Libération a raison. Parce que les accointances qu'il y a entre, je voulais m'en excuser, mes amis français m'en excuseront, l'attentat de Bouaké. Il faut que les Français nous disent qui a commandité l'attentat de Bouaké, qui a sacrifié les 9 soldats français qui ont été tués dans cet attentat, qui a demandé au Togo, qui avait arrêté les pilotes ukrainiens, qui avaient piloté les avions qui ont bombardé la base militaire française, qui a demandé au président Eyadema de les laisser partir. C'est un lien qui nous renvoie au départ du président Gbagbo, qui a détruit le couloir. Parce que vous savez, entre l'ambassade de France et la présidente de la République en Côte d'Ivoire, il y avait un couloir. Un tunnel. Que Laurent Gbagbo, je peux vous le dire, puisqu'on en a parlé, avait bétonné quand il est arrivé au pouvoir. Qui a rouvert ce couloir? Il vous souvient que le président Laurent Gbagbo n'a pas été radé dans la rue. Non.
on n'a pas voulu l'arrêter dans son bureau. C'était dans un bunker. Il a été non, il n'y a pas de bunker. Il a été arrêté dans sa chambre. Quel bunker? On l'a arrêté dans sa chambre. On est rentré chez lui comme si on entrait dans du beurre. On l'a arrêté et on l'a livré à ses adversaires. Et je voulais dire ici, pas pour le dédouaner, que Ouattara avait beaucoup de solutions. Je me souviens qu'il y avait des gens qui voulaient qu'il en finisse avec le président Laurent Gbagbo. Il a dit non, on ne le tue pas. Vous me l'amenez. Il a exilé à Korogo. Et puis c'était très compliqué dans son entourage. Et puis il a exfiltré à La Haye. L'épilogue là, c'est la fin d'une mauvaise bonne histoire. Et il faut que l'Afrique en prenne racine et en tire les conséquences. Parce que les États africains doivent savoir que la souveraineté, c'est quelque chose qui ne se négocie pas. Chaque fois que vous faites commerce avec votre souveraineté, vous finissez toujours par être la victime de ce qui vous manipule. Docteur Dassar, dans le journal, tout à l'heure, on a parlé de ces leaders politiques de l'opposition qui entendaient donner une conférence de presse à Yaoundé, au siège de l'UDC, pour faire le point sur une rencontre qui s'est tenue la veille, portant sur la mise en place d'une plateforme pour un code électoral consensuel. C'est une question qui remet au bout du jour la problématique des libertés publiques dans notre pays. Je crois que c'est toujours un mauvais signal aux libertés. Et je fais partie de ceux qui s'opposent à toutes les autorités administratives qui bâillonnent, qui musellent en quelque sorte l'expression des libertés. Il me semble qu'en 1990, on a complètement libéralisé, n'est-ce pas, la parole. Et on est sous le régime, n'est-ce pas, déclaratif. Je me pose toujours des questions. Pourquoi est-ce que chaque fois que l'opposition, n'est-ce pas, se réunit, il y a toujours cette tendance, n'est-ce pas, à vouloir museler en quelque sorte, n'est-ce pas, ceux qui ont décidé, n'est-ce pas, de se réunir. Même si par ailleurs, je m'interroge, en fait tout à l'heure j'ai parlé du régime déclaratif, est-ce qu'ils ont pris, est-ce que ces autorités, est-ce qu'elles ont pris sur elles, n'est-ce pas, de déclarer quand même, n'est-ce pas, la manifestation? Il me semble que c'est un préalable qui aurait dû être fait. Donc je me pose toujours, n'est-ce pas, des questions, mais toujours est-il dit que c'est un mauvais signal à la liberté. Dans un pays comme le nôtre, à cette ère, c'est-à-dire qu'au XXIe siècle, il est incongru, n'est-ce pas, qu'on assiste toujours, n'est-ce pas, à ce genre de musellement, à ce genre d'entreprise visant à bâillonner en quelque sorte l'opposition. Docteur Issoumba, sauf si vous voulez revenir sur cette problématique, il y a également cette autre information que nous avons écoutée dans le journal, le Transparency International, qui accuse le Cameroun et d'autres pays africains, entre autres le Nigeria, d'avoir, disons ça, détourné les fonds publics destinés à la lutte contre le Covid. Oui, vous savez, cette pandémie a généré beaucoup d'argent et continue d'ailleurs de le faire. Et on se rend compte que aujourd'hui, les dirigeants africains, par rapport à cette pandémie, il y en a certains qui se sont embourgeoisés, ça il faut le dire. Et d'où cette sortie musclée du Transparency International qui vient rappeler donc les uns et les autres à cette action, à ces infractions. Ce sont des infractions parce que quand vous détournez de l'argent qui est destiné pour une fin et que vous l'orientez à une autre fin qui vous est utile, ça veut tout simplement dire que c'est une infraction très grave et je pense que le Transparency International a tout à fait raison. Vous avez vu, la sortie du ministre des Finances est tout à fait idoine, qui indique qu'il faut un audit. Parce que, monsieur Duval Fangwa, parce que lorsqu'il y a déjà une gestion financière quelque part, les principes de transparence, les principes de sincérité budgétaire doivent rentrer en jeu parce que c'est de l'argent qui est destiné pour une cause publique. Et à partir de là, donc, les mécanismes de contrôle doivent être bien renforcés pour que cet argent-là ne prenne pas des voies autres que celles qui avaient été destinées pour ces fonds-là. Donc, je crois que le ministre des Finances, on ne peut que l'encourager à aller vers cette voie-là, mettre en place ces audits pour qu'on ait une certaine clarification par rapport à la gestion de cet argent-là. Rodi Tchokodieu, Julien Berthevissa, il faisait le lien avec une récente sortie de l'honorable Jean-Michel Nitieux. On se souvient que c'était un de ses combats. Il y a quelque temps, il a tensé le ministre de la Santé publique et indiquait qu'il ne comprenait pas, qu'il y avait tout un flou autour de la gestion des fonds qui étaient alloués au Covid.
Oui, déjà à partir de ce moment-là, je pense que l'opinion publique commençait à se poser énormément de questions lorsqu'on voyait la mercuriale des différents prix d'achat des produits, des matériels. Et surtout justement qu'au niveau de la passation des marchés, il y avait déjà un manque de traçabilité, un flou qui était entretenu et des marchés qui s'élevaient à hauteur de beaucoup de milliards, de plusieurs milliards. Et le fait que le ministre justement ne soit pas présenté déjà à l'Assemblée nationale pour répondre aux questions orales des députés concernant précisément ce dossier était peut-être le signe qu'il y avait peut-être quelque chose qui ne tournait pas rond dans ce dossier. Et donc ici, ce n'est qu'une confirmation. Bon, les autorités s'en sont saisies. On va donc attendre le résultat de cet outil. Même si on dit qu'au Cameroun, la meilleure manière de noyer un dossier, c'est de créer une commission d'audit, c'est de créer une commission d'enquête. Et puis bon, voilà, les résultats vont être adressés à qui de droit et à l'arrivée, on n'aura peut-être pas les résultats ou peut-être il y aura une arrestation comme celle de Vamouke sans aucun jugement d'année en année. On va tourner en rond. Est-ce qu'il est finalement coupable? Est-ce qu'il n'est pas? Est-ce qu'il a détourné? Est-ce qu'il n'a pas détourné? Je pense que fondamentalement, il y a également aussi une question de justice qui s'oppose. La réforme de notre système judiciaire. Parce que là, effectivement, on est entouré de juristes ce soir. Maître tantôt disait par rapport au procès de Laurent Gbagbo que c'est une victoire pour la justice internationale. Pourquoi pas? Je veux bien croire. Mais qu'elle soit internationale, qu'elle soit nationale, il y a beaucoup à faire. Maître Charles Djongan, sur cette question-là, c'est quand même assez préoccupant de voir que la Banque mondiale débloque de l'argent pour lutter contre une pandémie qui fait des ravages et on apprend qu'il n'y a pas de traçabilité dans la gestion de ces fonds. C'est quand même triste, non? Écoutez, M. Duval, je vais peut-être vous surprendre. Ce n'est pas la première fois. La Banque mondiale a déjà débloqué l'argent pour le sida au Cameroun. Et je vous souviens, parce que je suis un des avocats de ce dossier, que le délégué régional, le ministère de la Santé, le docteur Bangé, qui était à Douala, a été arrêté, accusé d'avoir détourné les fonds sida. Moi, je l'ai défendu. On a été aux États-Unis pour avoir les enquêtes de FBI. Et le procès a eu lieu ici à Douala. Il a été acquitté. Parce qu'en réalité, les fonds Banque mondiale sont traçables. Et il est impossible, n'est-ce pas, en dehors de la BEAC et les banques primaires, de détourner un franc. Parce que les associations partenaires reçoivent leur argent par chèque. Donc, par conséquent, il n'est pas possible d'accuser le délégué régional de Douala d'avoir détourné les fonds SIDA. Je voulais le dire, je n'ai rien contre lui. Mais le ministre qui avait engagé cette procédure, quand j'ai fait libérer mes clients, il les a remplacés en Kondingue, le ministre de la Santé de l'époque. Donc, la question de la pandémie, c'est une question extrêmement grave. Voyez-vous, tous les matins, quand vous le réveillez, vous entendez que un oncle, un cousin, un ami, un frère est parti. Quand on vous donne l'argent pour protéger les populations, et que des bruits, justifiés ou pas, nous disent que cet argent a été capté, détourné, c'est extrêmement grave. Il va falloir que dans ce pays, nous ayons un peu peur de Dieu, comme je dis souvent. En cette semaine pascale, où je demande pardon à ceux que j'ai offensés, parce que j'ai pu offenser des gens, il faut que les gens aient peur de Dieu. C'est pas possible que, sur une question aussi grave, vous savez, la pandémie, c'est le stade le plus élevé en matière de santé dans le monde. Une pandémie, c'est quelque chose de terrible. C'est-à-dire que, voilà quelque chose que personne ne contrôle. Aucune connaissance scientifique ne peut nous dire ce que c'est que le coronavirus. On ne sait pas. Nous découvrons, les chercheurs cherchent pour savoir comment on fait, c'est quoi, comment on peut soigner. Et vous avez des gens qui décident que les fonds qu'on nous alloue peuvent être distraits pour servir des intérêts personnels. Voyez-vous, moi je suis de ceux qui pensent que il va falloir que dans ce pays, le président de la République soit un peu plus violent vis-à-vis des gens qui prennent des libertés. Avec les fonds publics. Pas seulement sur les fonds publics,
mais sur des fonds destinés à soigner le Camerounais. Je suis extraordinairement surpris que sur la question d'Orca, le riz là, je veux m'en excuser, hein? C'est facile, hein? Moi j'ai des amis qui sont gouverneurs, qui m'ont dit que je n'ai jamais vu. On nous dit qu'on a deux gouverneurs, mais personne n'a vu la distribution. Comment se fait-il que notre système judiciaire ne soit pas pro-réactif? Parce que dans un pays normal, le procureur de la République aurait dû se saisir d'office de ces questions qui touchent à l'ordre public. Il faut que les gens sachent que dans ce pays, quand même, le professeur à mes côtés, il faut que les gens sachent qu'il n'est pas possible de détourner les fonds publics, de tromper l'opinion publique et se balader dans la rue. Ils sont là, hein, on les voit. Ils paradent et nous on regarde. Et on nous dit qu'il y a un soupçon. Si le procureur peut apprendre qu'il y a une agression à Nobel, il doit enquêter. S'il apprend qu'il y a un meurtre quelque part, il doit enquêter. Mais comme vous me disiez tout à l'heure, les systèmes judiciaires sont ce que sont les systèmes politiques. et je dis. Docteur Dassa, il semble que vous vouliez dire quelque chose tout à l'heure sur cette sortie de Reporters sans frontières qui demande la libération de Amadou Vamoulke. On se souvient qu'il a pondu hier, il y a une lettre ouverte qu'il a adressée au ministre de la Justice, garde des Sceaux, une lettre dans laquelle il indiquait qu'il a le sentiment d'être malmené personnellement par le ministre de la Justice. Il se demande ce qu'il fait en prison depuis 5 ans, sans jugement, 64 renvois dans une affaire depuis 2016. Oui, je ne vais pas rentrer dans le contenu de la correspondance de M. Vamoulke, mais je dois quand même avouer qu'il y a eu un dysfonctionnement, n'est-ce pas, de la justice. Il faut le dire. Le fait de le dire, ce n'est pas tirer, n'est-ce pas, sur qui que ce soit, mais il y a des aspects techniques à relever. D'abord, la détention provisoire, n'est-ce pas, de M. Amadou Vamoulke. L'article 221, n'est-ce pas, du Code de procédure pénale est clair. La durée de la détention provisoire, lorsqu'il s'agit d'un délit, lorsque vous êtes suspecté d'avoir commis un délit, est de 6 mois, renouvelable une fois, ça fait 6 plus 6, ça fait 12 mois. S'il s'agit d'un crime, c'est 6 mois renouvelable également une fois, mais pour 12 mois. C'est-à-dire de telle sorte que la période maximale serait de 18 mois. Dans le cas de Vamoulke, on est déjà à plus de 4 ans et 64 renvois, n'est-ce pas, sans toutefois qu'il soit définitivement, sans toutefois qu'il soit jugé. Ça pose un problème. Au-delà, n'est-ce pas, des conditions carcérales qui sont méprisables. Je fais fi, n'est-ce pas, de la période, n'est-ce pas, d'instruction qui peut durer, n'est-ce pas, de façon indéterminée. Mais lorsqu'on est déjà devant le juge de jugement, il y a des contraintes, n'est-ce pas, à respecter. À ce niveau-là, déjà, il y a un problème techniquement par rapport à la détention de Vamoulke. Encore que, parce qu'il faut faire une différence entre la prévention et la détention. Il aurait pu être, n'est-ce pas, dans une situation, n'est-ce pas, préventive, mais hors, n'est-ce pas, du milieu carcéral. Par rapport à son âge, par rapport à la pandémie, il y a beaucoup, n'est-ce pas, de choses. 71 ans. Voilà, il a 71 ans. Et puis, il me semble, je ne suis pas au courant, n'est-ce pas, du dossier, il me semble que le dossier est, on parle plutôt de tentative de détournement. Dans tous les cas, nous n'allons pas rentrer. Oui, c'est vrai que dans le contexte camerounais, et c'est une proposition que je fais, la tentative punissable est exactement punie comme l'infraction autonome. Donc, le législateur camerounais se fait plus répressif en matière de tentative, n'est-ce pas, punissable. Et aller dans les prisons, il a soulevé un autre problème, n'est-ce pas, par rapport à la capacité, n'est-ce pas, de nos maisons d'arrêt. À Yaoundé, Yaoundé a une capacité, n'est-ce pas, la prison de Kolingui, n'est-ce pas, je crois, de 1000 à peu près. Oui, à peu près. Allez-y, il y a plus de 4800, n'est-ce pas, personnes, n'est-ce pas, qui sont détenues. Et la majorité, n'est-ce pas, des détenus, ce sont des personnes qui sont en détention. En attente de jugement. Provisoire, c'est-à-dire en attente de jugement. Oui. Autant, n'est-ce pas, des choses qui complexifient ou bien qui contribuent à conjectionner, n'est-ce pas, la prison. Pourtant, je vous l'ai dit, c'est-à-dire que si on prend appui, l'exemple, n'est-ce pas, sur les pays occidentaux, comme l'Espagne et autres, peut-être la France, lorsque vous êtes condamné à une peine privative de liberté, une peine ferme, n'est-ce pas, de moins d'1 an de prison, vous êtes dispensé, n'est-ce pas, d'être privé de liberté, n'est-ce pas, dans une maison d'arrêt.
Je dis même lorsque la mesure est ferme. Donc c'est pour éviter, ce sont des solutions palliatives. On parle de désengorgement. Et sur cette question de désengorgement, je crois que ce n'est pas la première fois qu'on en parle. D'ailleurs, je crois qu'il y a quelques années, on a suggéré la question des peines alternatives. Si elles étaient effectives, Dr Luison Issoumba, on n'en serait pas à cette surpopulation carcérale. Je suis sensiblement touché par cette affaire, pour ne pas vous imaginer, en tant que membre désormais de l'Organisation internationale pour la défense des droits de l'homme, je suis particulièrement touché. Vous ne pouvez pas vous imaginer, c'est vrai, on a toujours dit, le temps des hommes n'est pas le temps de la justice, mais il est quand même reconnu que la justice doit statuer dans un temps raisonnable. Parce que quand on parle de raisonnable, cela veut dire qu'on encadre quand même les décisions de justice dans un temps qui puisse permettre quand même au condamné ou à l'inculpé ou à l'accusé de rester dans des conditions psychologiques fiables. Parce que quand vous regardez ce qui se passe, 64 renvois, mais c'est inimaginable. Et lorsqu'aujourd'hui on joue du discrédit sur notre justice, c'est pour des choses pareilles. Vous avez vu quand ce monsieur vient, il casse tous les véhicules au niveau du ministère de la Justice. Ça peut être également ça, c'est un ressenti, c'est du mal-vivre. Vous savez, dans un pays, la justice est la pierre angulaire de l'édification du droit, de l'édification même de l'état de droit. Parce que s'il n'y a pas de justice, en fait, il n'y a pas de développement. L'attractivité économique, tout ça ne peut pas être... Ne peut se faire que dans un environnement de sécurité juridique. Sécurité juridique. Ça veut donc dire qu'en réalité, quand vous voyez aujourd'hui, si vous êtes en face du préfet et du magistrat, vous aurez peur de qui? Vous aurez peur du magistrat et vous avoir peur du préfet. Alors c'est donc pour dire, et c'est sérieux, si Vamoulke est coupable, si on retient contre lui un certain nombre d'infractions, qu'il soit jugé et mis aux arrêts et qu'il passe un temps raisonnable. Alors, Rodrigue Chokodieu, on a regardé dans le journal également cette information concernant cet individu qui a fait irruption au ministère de la Justice et qui a mis du feu sur des véhicules. Et selon les premières exploitations, c'est notre reporter qui le disait, le gars, il indique qu'il a été frustré dans une affaire et pour se venger, il est venu mettre le feu. Oui, et j'ai peur que cela ne donne des idées à ceux qui certainement sont très nombreux dans cette situation, parce que précisément le tour de table permet de constater qu'il y a véritablement dysfonctionnement du système judiciaire, où la plupart des personnes aujourd'hui en détention, qui sont privées de liberté, sont des personnes qui n'ont pas encore, si vous voulez, eu un jugement définitif dans leur affaire. Et donc ça pose fondamentalement problème. Il faut condamner l'acte, c'est regrettable, mais il faut s'interroger sur les raisons profondes, les mobiles. Comment est-ce que justement, c'est un état, le docteur parlait de mal-être, mais c'est un mal-être profond, où on se dit on ne fait plus du tout confiance à tout l'appareil judiciaire, à toute la chaîne judiciaire, où justement on s'est dit, et je pense que ça a été déjà le reportage où il disait tirer sur moi. En fait, il s'est donné un sacrifice en disant allez-y, abattez-moi si vous voulez, mais je pose cet acte. C'est un acte, je vais dire, assez fort qui interpelle, qui devrait interpeller effectivement les uns et les autres sur la qualité de la justice qui est rendue dans notre pays. Et pour sortir du Duval, vous allez me permettre, sur la qualité de la justice mondiale également, sur cette affaire Laurent Gbagbo et la CPI, il y a eu un mouvement en Afrique pour le retrait des pays africains de la CPI. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Il y a eu ce mouvement-là. Peut-être qu'il s'est estompé. Le moment, il me semble, est indiqué pour que l'Afrique s'interroge effectivement sur sa souveraineté. Je pense qu'il faut certainement qu'il n'y ait pas une impunité, qu'on poursuive des dirigeants qui, si vous voulez, commettent des crimes abominables, que ce soit contre leur population ou contre les autres. Mais il faut savoir où est-ce qu'on doit commencer. Il y a, quelqu'un l'a évoqué sur ce plateau, l'affaire de la Libye, du guide Mohamed Kadhafi, qui a été, mais alors, sauvagement abattu. Après Barack Obama, qui avait reconnu que l'Amérique avait été trompée par la France de Sarkozy dans cette affaire, le président Macron, autant pour moi, lui-même, vient de reconnaître l'erreur de la France dans ce dossier qui aujourd'hui fait que la Libye ne soit plus un État, si vous voulez, au sens propre du terme. La Libye en tant qu'État n'existait plus. Et donc, ce sont des affaires qui doivent interpeller la vraie justice internationale. La justice telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, n'en déplaise peut-être à Maître Chachungan, pour moi ou pour nous, si vous voulez, n'est véritablement pas l'esprit de cette justice internationale dont on avait pensé au moment de la mise sur pied de la CPI. Il faudrait que cela soit revu. Maître Chachungan, rapidement, pour conclure et qu'on sorte de ce plateau, on a dit beaucoup de choses, que ce soit sur la justice, peut-être un mot de fin, une conclusion sur cette question. Écoutez, je voulais dire à Rodrigue.
Rodrigue, qu'en réalité, l'espoir doit être un levier pour ceux qui veulent construire. Si nous ne nous battons pas pour que les choses changent dans le monde, rien ne changera. Parce que les conservateurs gagneront toujours contre ceux qui se battent. Le professeur vient de dire qu'il a intégré un mouvement pour la défense des droits de l'homme dans le monde. Voyez-vous, moi je me bats depuis 1978 pour que les droits de l'homme en Afrique changent. Moi, c'est moi le fondateur de l'association des juristes africains. Le premier concert pour les droits de l'homme en Afrique, nous avons organisé ça avec le président Matambo à Paris. Et à l'époque, on avait une affiche qui disait l'Afrique, le continent oublié des droits de l'homme, parce qu'on ne parlait pas des droits de l'homme en Afrique à l'époque. C'était acté que la France, l'Espagne, le Portugal, ils avaient les possessions en Afrique et ils exploitaient. Nous, on s'est battus. À l'époque, on était inaudibles. Aujourd'hui, chacun va midi à sa porte. Chacun se dit défenseur des droits de l'homme. Mais c'était très compliqué à l'époque. Pour revenir chez nous au Cameroun, voyez-vous, ce qui s'est passé devant le ministère de la Justice, c'est un acte de colère. C'est un acte d'homme désespéré qui, n'ayant plus de ressources, décide que je casse et je dis ma vérité. L'histoire de ce pays, c'est quoi, M. Rodrigue? C'est que les hommes qui vivent dans ce pays, il faut éviter ce qu'on appelle la justice populaire. Vous savez, quand les gens volent un mobilier, on le prend, on prend le pneu, on met le feu. Pour éviter ça, il faut que nos justices redeviennent crédibles. Je suis un membre du corps judiciaire. Je défends la justice de mon pays. Je sais, je connais les magistrats dans ce pays qui sont intègres et honnêtes. Mais regardez le budget de l'État. Regardez le budget que l'État consacre à la justice. C'est dérisoire. Vous ne pouvez pas demander à un procureur qui gagne 250 000 là. Il met les gens en prison tous les 2 jours là. Et puis le soir, vous le voyez en train de lire un taxi avec les gens qu'il a fait condamner. Ce n'est pas possible. Dans des pays organisés, des magistrats, ce sont des notables. On dit que c'est des bourgeois. C'est des gens qu'on ne voit même pas. Aujourd'hui, vous rencontrez les magistrats partout, même dans les cafés, vous les voyez assis là, parce qu'ils n'ont pas le statut que leur fonction leur permet d'être. Et je vous le dis ici, à Equinox, que notre pays a 3 pouvoirs. Il y a le pouvoir législatif, bicaméral, Sénat, Assemblée nationale. Il y a le pouvoir exécutif. Bicéphale. Oh, c'est vous qui le dites. Moi, je ne partage pas ton avis, mais on reconnaît quand même que c'est 2 têtes, même s'il y a une prééminence. Et le pouvoir judiciaire. C'est le président de la République. Après, moi, je dis que c'est le président de la République. Et le pouvoir judiciaire. Et puis, le pouvoir judiciaire qui est incarné par ces femmes et hommes qui, tous les jours, essaient d'arbitrer entre les conflits. Donc, essayons de les aider pour que demain, les Camerounais trouvent leur compte dans le système judiciaire camerounais. Sur les propositions que vous faites, Maître Charles Djounga, je voudrais inviter les uns et les autres et ceux qui regardent cette émission à parcourir un ouvrage que vous avez publié, que vous avez écrit il y a quelque temps maintenant, de l'impossible justice au Cameroun, un ouvrage publié aux éditions L'Harmattan, où d'ailleurs vous faites beaucoup de propositions, non seulement sur l'amélioration de la qualité de la justice, mais surtout sur comment mettre fin à la surpopulation carcérale. On en parlait tout à l'heure. Merci, messieurs, d'être venus sur ce plateau. Merci à vous, Rodrigue Tchokodje Delville, vous êtes journaliste. Et vous travaillez pour une de la place. Moi j'ai pas pu aller à L'Harmattan, Chabel. Pardon. De notre ami Aman Mana, qu'il me pardonne. Merci également à vous, docteur Luison Soba. Je dois juste pour finir indiquer que le protocole de Malabo prévoit déjà la Cour pénale africaine. Ok. Merci, docteur Moussa Ndassa Khalil, d'être venu sur ce plateau. Oui, merci Duval, c'était un plaisir. Et merci également au bâtonnier Charles Djounga d'avoir accepté de venir échanger avec nous ce soir après. Je suis en revenant. Merci à toute l'équipe technique autour de Mitran Dame. Madame, messieurs, merci d'avoir suivi cette autre livraison d'Equinox ce soir. Duval Fangwa pour vous servir. Bonsoir chez vous.